Il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne. Des chats, des chiens et de la cocaïne. Une avalanche de cocaïne s'abat sur la France. Si 1 tonne seulement était saisie en 2001 dans notre pays, ce chiffre monte à 54 tonnes pour l'année 2024. Le nombre de consommateurs explose lui aussi. En 2024, un Français sur 10 a déjà goûté à la cocaïne. Ils étaient 1 sur 50 en 2000. Pour comprendre ce phénomène, mettons notre nez dans la géographie de la cocaïne. Partons de l'Amérique du Sud, où elle est produite, et voyons comment cette plante des montagnes des Andes finit en poudre dans les narines françaises, à l'autre bout du monde, par-delà l'océan. Pour traverser l'Atlantique, les seuls choix sont l'avion et le bateau. Nous suivrons donc 3 chargements, dont 2 prendront la voie des mers, et le dernier la voie des airs. Notre périple commence dans les hautes montagnes des Andes. C'est de là qu'est originaire la plante de coca, d'où est tirée la cocaïne. Les autochtones consomment cette plante depuis des millénaires. En mâchant les feuilles, ou en les faisant infuser, ils profitent d'un léger effet énergisant, un peu comme un café, qui aide à combattre le mal de l'altitude. Avec la colonisation, les Européens la découvrent. Longtemps ignorée, la plante est finalement ramenée sur le vieux continent. À la fin du 19e siècle, on isole son principe actif, la cocaïne. Elle est alors largement utilisée comme anesthésiant local ou comme médicament. Il y a un véritable effet de mode autour de la substance. Elle est vue comme un produit miracle et se retrouve dans divers produits de consommation, et notamment dans le Coca-Cola, qui en contenait jusqu'en 1903. Au début du XXe siècle apparaissent les premières réserves vis-à-vis de la substance, en particulier aux États-Unis, qui font pression pour qu'elle soit interdite. Son utilisation comme anesthésiant décline à la faveur de substituts. Pourtant, de nouveaux bassins de production émergent, comme sur l'île de Java, en Indonésie actuelle, qui est alors une colonie néerlandaise et qui devient, au début des années 1920, le premier producteur mondial, ou comme sur l'île de Taïwan, par l'Empire japonais, dans les années 30, et jusqu'à la défaite du Japon en 1945. Cette première moitié de siècle marque le premier boom de la coca. Face à son potentiel addictif et à sa dangerosité, et sous la pression américaine, la Société des Nations puis les Nations Unies poussent à interdire les plantations de coca. Elle ne subsiste plus que dans les Andes, où, nous l'avons vu, la coca a une dimension culturelle. Mais la plante n'a pas dit son dernier mot, et les Andes s'apprêtent à se trouver au centre d'un trafic mondial. C'est d'abord la Bolivie qui, succédant au Pérou, se positionne comme un producteur majeur à partir des années 60 et 70. Le pays, alors en crise, est à l'époque l'un des plus faibles et des plus pauvres du continent. Et le gouvernement bolivien est bien incapable d'empêcher les paysans pauvres de se lancer dans la lucrative culture de la coca. Face à la pression internationale, des mesures de plus en plus répressives sont cependant mises en place, conduisant à la chute de la production bolivienne. C'est la Colombie qui reprend le flambeau. Dans les années 70 et 80, c'est le cartel de Medellín, avec à sa tête le célèbre Pablo Escobar, qui organise l'essentiel de la production. Escobar finit par être éliminé en 93 et son empire s'écroule avec lui. Cela conduit à un éclatement des réseaux de production entre les différents cartels. En plus, au début des années 2000, le partenariat entre les États-Unis et les autorités colombiennes, dans le cadre du Plan Colombia, parvient à limiter, un temps, les surfaces cultivées. Depuis quelques années pourtant, les cartels colombiens ont fortement accentué la production, qui a quadruplé entre 2010 et 2022. Celle-ci se concentre dans les régions reculées et montagneuses du pays, que l'État colombien peine à surveiller et à contrôler. Aujourd'hui, la Colombie assure plus de la moitié de la production mondiale et fournit l'immense majorité de la cocaïne consommée en France et en Europe. Voici Pedro, le premier d'une série de personnages certes fictifs, mais plausibles, qui ponctueront notre récit. Pedro est un cocalero, un paysan cultivateur de coca. Il vit dans le norte de Santander, l'une des principales régions de production. Son père tenait une petite exploitation de coca, qui le revendait ensuite aux trafiquants, mais aussi au marché du coin, pour une consommation traditionnelle. Pedro, lui, continue de travailler la terre, mais est désormais sous la supervision directe des cartels. Ce mois-ci, la récolte a été bonne. Il a cueilli 300 kg de feuilles de coca. Il faut maintenant transformer les feuilles de coca en cocaïne prête à être consommée. Pedro se charge lui-même de la première étape de cette opération. Il broie les feuilles et les fait macérer dans divers produits chimiques. Il obtient finalement une pâte blanche
que l'on appelle la pasta basica, la pâte base. Celle-ci reste impure, ce n'est pas encore de la cocaïne prête à être vendue en poudre. Il faut la raffiner davantage, dans un laboratoire. Pedro remet donc sa pâte à un trafiquant, qui la charge sur une pirogue. Elle descend la rivière Tibou, jusqu'à rejoindre un laboratoire en périphérie de la ville du même nom. Ces labos sont généralement situés dans des régions reculées des pays producteurs, souvent à proximité des exploitations. Une fois arrivée, la pâte base est transformée en cocaïne proprement dite. Les 300 kilos récoltés par Pedro donneront, finalement, 1 kg de cocaïne pure, prête à être exportée. Mais si le marché le plus proche reste les États-Unis, la production de Pedro, elle, ne restera pas en Amérique. Depuis une vingtaine d'années, les trafiquants sud-américains s'intéressent de très près au marché européen. C'est la deuxième grande région consommatrice, après les États-Unis, où le marché est déjà largement saturé. L'Europe est, sans aucun doute, le nouvel Eldorado de la cocaïne, où elle est de moins en moins chère et de plus en plus pure. Mais l'éloignement du vieux continent impose un défi de taille. Pour aller aux États-Unis, la cocaïne peut prendre des routes terrestres, par l'Amérique centrale et le Mexique. Pour aller en Europe, en revanche, il faut traverser l'Atlantique, soit en avion, soit en bateau. C'est là que nos 3 chargements se séparent. Ils embarquent chacun à bord d'un petit aéronef qui décolle de la piste construite à côté du labo par les trafiquants. Les 2 premiers prendront la voie des mers. C'est elle qui concentre l'essentiel du trafic. Et elle présente de nombreux avantages. La quantité d'abord, puisqu'on peut charger sur un bateau plusieurs tonnes de cocaïne. La discrétion ensuite. Rappelons que 80% du commerce mondial s'effectue par voie maritime. Il est d'autant plus facile de dissimuler des flux illégaux dans ce vaste commerce, d'autant plus que les ports demeurent bien moins contrôlés que les aéroports. Il est rare que les ports colombiens soient le point de départ des chargements qui traversent l'océan. Ce serait bien trop suspect. Un navire en provenance de Colombie attirerait les contrôles, et les côtes colombiennes sont de toute façon patrouillées par la marine du pays. Il faut brouiller les pistes. Les trafiquants prennent alors des détours par des pays rebonds, d'où partiront, plus discrètement, les chargements à destination de l'Europe. Il peut s'agir de pays voisins, comme le Panama ou l'Équateur, ou plus lointains, comme le Chili ou l'Argentine. Cela peut même se faire en plusieurs étapes. La cocaïne peut partir du Panama, rejoindre les États-Unis, et enfin partir vers l'Europe. Afin de rejoindre ces pays, la cocaïne peut transiter par la terre, par la mer ou par les airs. Notre premier chargement, lui, s'envole vers le Venezuela. Les cartels colombiens sont bien implantés dans le pays, plus faibles et plus corrompus que son voisin, et largement hostiles aux États-Unis, contrairement à la Colombie, qui est un partenaire important de l'oncle Sam. L'aéronef atterrit sur une piste en pleine brousse, et la cocaïne est transbordée sur une pirogue qui, naviguant sur l'Orénoque, finit par rejoindre le littoral. Mais la traversée de l'océan attendra. La cocaïne, plutôt que de partir vers l'est, ira d'abord vers le nord, vers les petites Antilles. Pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour atteindre la France. Il suffit d'aller en Martinique ou en Guadeloupe. Bon nombre de tonnes de cocaïne transitent par les Antilles. C'est la route du Nord. Parfois, la drogue se cache parmi les flux de porte-conteneurs, mais ici, la stratégie sera différente. Les eaux antillaises sont largement patrouillées par les puissances occidentales, qui ont, comme la France, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, des territoires ultramarins dans la région. Les voiliers ou les canots, parfois employés pour transporter la drogue, risquent d'être interceptés. Nos trafiquants ont donc recours à un moyen beaucoup plus difficile à détecter, un sous-marin. L'utilisation de semi-submersibles pour transporter de la drogue est attestée depuis les années 90, et celle de sous-marins depuis les années 2000. En 2019, la saisie d'un sous-marin au large des côtes de la Galice, en Espagne, montre que ces engins sont désormais capables de traverser l'Atlantique. Le nôtre a été construit en pleine jungle, directement au Venezuela, par des ingénieurs employés par les cartels. Notre chargement embarque au milieu des autres ballots de cocaïne. En tout, ce seront 3 tonnes qui feront la traversée. Ils sombrent au large des côtes vénézuéliennes, bien moins surveillées que celles de la Colombie, et prend la direction de la Martinique. Au large de la Martinique, de nuit, un canot transporte la marchandise jusqu'à une plage discrète. Là, elle est récupérée par des membres des réseaux criminels locaux en contact direct avec les cartels. Le lendemain, sous le regard bienveillant d'agents portuaires corrompus, elle embarque sur un porte-conteneurs
au milieu d'exportations plus ordinaires entre le rhum et les bananes. Cette fois, le capitaine et les marins ont été achetés par les trafiquants. Ils savent ce qu'ils transportent. Mais les réseaux criminels peuvent aussi opter pour un chargement à l'aveugle, à l'insu du personnel du navire. Notre cargaison a quitté les Amériques avec succès. Elle ne touchera plus terre avant son arrivée en Europe, 2 semaines plus tard. Se pose désormais une nouvelle question. Où accoster sur le vieux continent? Parfois, les trafiquants choisissent la façade atlantique de l'Espagne ou du Portugal. Ils peuvent aussi charger la drogue dans des bateaux qui franchiront le détroit de Gibraltar pour accoster à Barcelone ou à Marseille. Pour autant, la principale porte d'entrée sur le continent européen reste sa grande façade maritime du Nord, la rangée nord-européenne. Si Rotterdam était par le passé une porte d'entrée privilégiée, les récents efforts des autorités néerlandaises ont découragé les trafiquants. Ils visent désormais d'autres ports, en particulier celui d'Anvers, en Belgique. Ce port présente de nombreux avantages. Tout comme Rotterdam, il est connecté à un arrière-pays dense, bien doté en infrastructures de transport, notamment routières. Il est situé dans la mégalopole européenne, cette région très peuplée, est fortement urbanisée, qui s'étend jusqu'à Milan, au sud, et qui est donc un bassin de consommation important. En plus, ce port est très vaste, donc difficilement contrôlable. Mais notre navire, lui, se dirige directement vers la France. Si les ports comme Dunkerque, ou surtout Le Havre, le port le plus méridional de la rangée nord-européenne, étaient les portes d'entrée habituelles, la donne commence à changer. Les efforts des autorités françaises ont conduit, dans la même logique que pour Anvers, à plutôt viser les ports secondaires de la façade atlantique, comme La Rochelle ou Bordeaux. Notre porte-conteneur, lui, jette l'ancre à Saint-Nazaire. Voici maintenant Dédé. Dédé, c'est quelqu'un d'important. Il est coordinateur d'un terminal de conteneurs. C'est lui qui supervise le déchargement des conteneurs dans le port de Saint-Nazaire. Dédé est plutôt bien payé, mais il n'a pas su résister à la coquette somme de 200 000 € proposée par les cartels en échange d'une surveillance parfois, disons, un peu plus distraite. Lorsque le bateau en provenance de Fort-de-France décharge sa marchandise, le conteneur suspect passe sans encombre sous son nez. Ça y est, notre premier chargement est arrivé dans l'Hexagone. Un manutentionnaire, corrompu en même temps que Dédé, charge la drogue sur un camion qui quitte ensuite le port. Il s'arrête sur un parking en périphérie de Nantes. Ici, la drogue est ensuite transvasée sur une grosse cylindrée qui ira en go-fast jusqu'à Paris. Le go-fast, c'est l'une des techniques possibles de transport de la drogue par voie routière. Voici comment ça marche. Un premier véhicule ouvreur repère d'éventuels contrôles. Un second véhicule, quelques kilomètres plus loin, abrite la cocaïne. Parfois, un troisième véhicule ferme la marche. Les véhicules roulent à toute vitesse, ce qui réduit le temps de trajet et donc la fenêtre de tir pour les autorités. Et l'organisation en convoi minimise aussi les risques de contrôle. Ici, le convoi emprunte l'autoroute A11, plein est, direction la capitale. C'est un axe secondaire du trafic de drogue en France, contrairement à la vallée du Rhône par exemple, raison pour laquelle la stratégie du go-fast a été retenue. Rico espère rallier Paris en 2 ou 3 heures, sans attirer l'attention. Rico, c'est le conducteur de la grosse cylindrée. Il fait partie d'un réseau de trafiquants implanté dans une cité tiède du nord-ouest parisien. Son supérieur, la tête de réseau, l'a mandaté pour aller récupérer la cargaison, après avoir été informé, par ses contacts en Martinique, de son arrivée prochaine dans l'Hexagone. D'ailleurs, cette tête de réseau a des contacts jusqu'en Colombie, où il se rend régulièrement pour négocier avec les cartels. Le go-fast arrive sans encombre en Île-de-France, rejoint la cité, et la revente au détail peut maintenant commencer. Mais, avant de nous y intéresser, je dois vous parler d'une autre route maritime. C'est la route du Sud, par le Brésil, que prend notre deuxième chargement. Ce pays se développe comme un important territoire de transit. Son littoral bénéficie d'infrastructures portuaires conséquentes, et il exporte déjà massivement des matières premières vers l'Europe. En plus, la forêt amazonienne est parcourue par un vaste réseau. L'Amazone et ses très nombreux affluents, qui sont autant de voies privilégiées pour la drogue. Notre chargement décolle et se pose à proximité du Rio Negro, affluent de l'Amazone. Là, il est chargé sur une pirogue. Il rejoint la ville de Manaus, au milieu de la forêt, puis continue sa route vers le sud, tantôt par voie fluviale, tantôt par voie routière.
la cocaïne atteint le port de Dos Santos et est chargée sur un porte-conteneur. De là, elle aurait pu partir en Europe, en s'y rendant directement, ou en faisant escale sur les îles Atlantiques, comme les Açores ou les Canaries. Mais le bateau, plutôt que de mettre le cap au nord, part vers l'est et se dirige vers l'Afrique. Le trafic tend, de plus en plus, à intégrer une escale en Afrique de l'Ouest avant de rejoindre l'Europe. Le continent africain est un terreau fertile pour l'établissement de routes commerciales pour les flux illicites. Les États africains sont pour la plupart faibles et corrompus, leurs frontières sont poreuses, et le continent est aux portes de l'Europe. En plus, les polices européennes suspectent moins des arrivées de cocaïne en provenance d'Afrique que d'Amérique du Sud. La cocaïne débarque ainsi dans le port de Dakar, au Sénégal. Notre chargement ne va pas rester longtemps en Afrique subsaharienne. Une fois débarqué, il est chargé sur une voiture et se dirige vers le nord. Longeant la côte, il contourne le Sahara et arrive au Maroc. Une fois dans le pays, la cocaïne va se greffer aux itinéraires habituels du cannabis, qui est largement produite au Maroc, pour être exportée ensuite en Europe. La mafia marocaine avait déjà le capital technique et l'organisation pour mener un trafic transcontinental. Elle n'a eu qu'à l'appliquer à la cocaïne. Notre chargement suit donc la même route que celle du cannabis. Il arrive sur les côtes andalouses à bord d'un pneumatique. En Espagne, il est chargé sur une voiture qui longe la côte méditerranéenne. Dans la banlieue de Barcelone, la cargaison est ensuite transbordée dans la voiture d'Emma. Emma est cocaïnomane et cliente fidèle, depuis des années, de son dealer attitré. Celui-ci lui a d'abord suggéré d'être livreuse, ce qu'elle accepta. Il a fini par lui proposer, contre 3000 €, de faire le trajet de la Catalogne jusqu'à la région parisienne. Cette fois, pas de go fast. La drogue va transiter par la vallée du Rhône, un axe majeur du territoire, qui est aussi une autoroute de la drogue pour les trafiquants. Les forces de l'ordre surveillent particulièrement cet axe. Pas question donc de rouler à toute berzingue. Les risques d'interception seraient trop importants. C'est la stratégie inverse qui est privilégiée, le go slow. Emma va rouler normalement et s'efforcer de respecter scrupuleusement le code de la route pour rester blanche comme neige. Pas d'infraction, pas de contrôle. Emma est d'autant moins suspecte que c'est une femme, propre sur elle, avec son enfant à l'arrière. Elle revient innocemment de ses vacances à Barcelone. Après un petit détour, une partie de la drogue est déchargée à Marseille, pour alimenter un réseau partenaire de celui de son dealer. Elle reprend la 7 jusqu'à Lyon, où elle marque là encore un arrêt pour satisfaire la demande locale. Le reste continue sa route vers Paris, où il alimentera les fours de banlieue. Voilà pour la voie des mers et ses deux routes principales, la route du nord par les Antilles et la route du sud par le Brésil. Notre troisième chargement optera pour une autre stratégie, la voie des airs. Le chargement ne sera pas dissimulé dans un conteneur, mais dans l'estomac d'une mule. Il n'arrivera pas sur les côtes européennes, mais directement à l'aéroport d'Orly, aux portes de la capitale. Une mule, c'est une personne qui, rémunérée par les trafiquants, prend l'avion avec de la cocaïne. Elle peut, avant son vol, ingérer des ovules remplis de cocaïne pour les expulser, je vous laisse imaginer comment, une fois son voyage terminé. Elle peut aussi dissimuler la drogue sous ses vêtements ou dans ses bagages. La logique des mules diffère grandement de celle du transport maritime. Le risque d'interception est plus grand, les quantités bien moindres, mais le transport est plus rapide. Et surtout, la logistique est beaucoup plus simple et le coût est moindre. Il n'y a pas nécessairement besoin de corrompre des douaniers ou d'affréter des bateaux. Il suffit de trouver des volontaires pour transporter les ovules. Si des réseaux organisent l'envoi simultané de plusieurs dizaines de mules, il peut aussi s'agir d'initiatives individuelles ou familiales. C'est en Colombie que cette technique a d'abord été élaborée, dans les années 80, avant d'être exportée au Suriname. Les trafiquants colombiens faisaient alors atterrir la drogue sur l'une des nombreuses pistes qui jonchent la forêt amazonienne, et que le tourisme seul, tout à fait secondaire dans le pays, ne peut pas justifier. Elle allait ensuite à Paramaribo, la capitale surinamaise, et prenait l'avion vers l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. Le Suriname est en effet une ancienne colonie néerlandaise, et les liens sont restés forts entre les deux pays. Il y a une diaspora surinamaise conséquente aux Pays-Bas, de nombreux binationaux, et donc des flux de passagers importants entre les deux pays. Face à l'afflux des mules, les autorités néerlandaises ont décidé de contrôler systématiquement tous les passagers en provenance du Suriname. C'est la politique du 100% contrôle. Cela a porté ses fruits,
puisque les saisies ont sensiblement diminué. Les trafiquants, loin de se décourager, ont jeté leurs dévolus sur un territoire voisin, la Guyane française qui, comme le Suriname, entretient des liens particulièrement étroits avec le continent européen. C'est là que se rend notre troisième chargement, après avoir survolé le Venezuela et le Guyana, sur la route du plateau des Guyanes. D'abord, il se pose sur une piste à l'est du Suriname. Il stationne un temps à Albina, ville frontalière de la Guyane, qui est une véritable ville entrepôt où est stockée et conditionnée la cocaïne. Souvent, ce ne sont d'ailleurs pas des ballots de cocaïne qui franchissent le fleuve Maroni pour atteindre le territoire guyanais, mais bien des ovules prêts à être ingérés, ou des valises déjà préparées, dont le double fond soigneusement cousu contient déjà la drogue. Dans notre cas, les ovules ont déjà été préparés à Albina. Ceux-ci sont ensuite chargés sur une pirogue qui traverse le Maroni. Par chance, les policiers qui patrouillent le fleuve ne l'interceptent pas. Cette pirogue ressemble aux centaines d'autres qui franchissent quotidiennement le fleuve. Sur la plage de la Charbonnière, côté français, la cargaison est récupérée et 3 kilos sont revendus à Thomas, à Saint-Laurent-du-Maroni, pour la somme de 15 000 €. Thomas est un jeune Guyanais qui peine à trouver du travail dans une Guyane durement touchée par le chômage. Il a déjà fait la mule plusieurs fois dans le passé et est parvenu à accumuler un peu d'argent. Avec ce capital, il a ensuite monté sa petite affaire familiale. Avec ses 2 petits frères, en qui il a une entière confiance, il fait régulièrement des allers-retours vers l'Hexagone, prétextant rendre visite à son cousin mourant. Dans leur maison, à Saint-Laurent, Thomas et ses frères ingèrent à grande peine 60 ovules de cocaïne chacun, chaque ovule contenant une quinzaine de grammes de cocaïne. Ce n'est pas sans risque. Si, par malchance, un ovule se rompt dans le corps, c'est la mort par overdose. Heureusement pour eux, les techniques ont évolué. Tandis que la drogue était autrefois mise dans des préservatifs, elle est désormais intégrée dans des capsules thermosoudées, avec un risque de rupture bien plus faible. Les 3 frères prennent ensuite le taxi. C'est moins suspect que s'ils avaient utilisé leur propre véhicule. Ils empruntent, en longeant le littoral, la route nationale 1, direction Cayenne. Notons que Saint-Laurent n'est pas la seule porte d'entrée de la cocaïne en Guyane. Les trafiquants prennent aussi parfois une route détournée pour pénétrer en Guyane par une frontière moins contrôlée, celle avec le Brésil, matérialisée par le fleuve Oyapock. Se dessine alors un deuxième axe qui, au départ de Bogota, atteint la frontière sud de la Colombie, puis passe par le Brésil et ses nombreuses voies fluviales de la forêt amazonienne, avant de rejoindre Saint-Georges puis Cayenne, cette fois par l'est et non plus par l'ouest. Revenons à nos 3 frères. À Cayenne, le taxi atteint l'aéroport Félix Éboué, peu avant l'embarquement pour l'aéroport d'Orly. Parmi les passagers du vol, les 3 frères ne sont pas les seuls à transporter de la cocaïne. Ils sont une vingtaine en tout à tenter le coup. Les trafiquants espèrent en effet saturer les contrôles. Si les policiers sont aux aguets, leurs moyens demeurent limités. Ils ne peuvent pas contrôler tout le monde. Parfois, ils reçoivent d'étranges appels téléphoniques, par exemple d'une mère éplorée qui, morte d'inquiétude pour son fils, fournit son signalement aux policiers pour qu'ils l'arrêtent. Pendant qu'ils s'occupent de ce signalement, qui est en fait de la poudre aux yeux, les autres mules franchissent les contrôles sans encombre. Mais qui sont ces mules, exactement ? Ce sont, la plupart du temps, des jeunes Guyanais précaires, comme Thomas, qui espèrent se faire un peu d'argent par ce biais. Parfois, ce sont aussi des métropolitains, mandatés par les réseaux criminels, qui se rendent en Guyane pour des vacances et qui reviennent chargés de cocaïne. Plus rarement, ce sont même des étrangers, issus des pays d'Europe de l'Est, comme la Lituanie ou la Roumanie. Ils sont mandatés par les mafias de ces pays, et, eux aussi, prétendent partir en vacances. Une fois arrivés à Orly, ils repartent ensuite vers l'Europe de l'Est pour livrer la marchandise. Jusqu'à récemment, on pouvait affirmer que virtuellement tous les vols Cayenne-Orly abritaient des mules. Mais, à l'instar des Pays-Bas, les autorités françaises ont accru leur vigilance et leur contrôle, et appliquent désormais, à l'aéroport de Cayenne, la même politique 100% contrôle qu'à celui d'Amsterdam Schiphol. Tous les passagers qui embarquent passent dans un scanner, les trafiquants ont donc choisi de nouvelles routes, moins suspectes. Le transport aérien se déporte souvent vers le Brésil, mais, plus rarement, les mules partent même d'Afrique, ingérant de la cocaïne arrivée par bateau sur le continent. Le vol se déroule sans encombre, et voilà nos 3 frères arrivés dans l'Hexagone. Par chance, ils échappent également au contrôle à l'arrivée. Là, plusieurs choix s'offrent à eux. Ils peuvent reprendre l'avion vers une grande ville française,
C'est plus rapide, mais c'est inutilement risqué. Il est préférable de quitter au plus vite l'aéroport et ses contrôles stricts. Une fois sortis de l'aéroport, ils peuvent rester dans l'agglomération parisienne, le principal bassin de consommation en France, où la drogue sera revendue. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Les réseaux criminels franciliens, qu'il s'agisse du crime organisé traditionnel ou des réseaux de banlieue, ont souvent, comme nous l'avons vu, des contacts directement auprès des cartels colombiens. Ils préfèrent souvent s'approvisionner en gros, en achetant la drogue arrivée par les mers, et qui rejoint Paris par voie routière, par le nord, l'ouest ou le sud, en fonction de son port d'arrivée. Non, c'est plutôt vers d'autres villes qu'il faut se diriger. Les réseaux guyanais, qui assurent la récupération et la revente dans l'Hexagone, peuvent certes se contenter de fournir d'autres groupes criminels qui, eux, se chargeront de la revente au détail. Mais de plus en plus, ils s'improvisent dealers et organisent eux-mêmes la revente. À cette fin, ils visent les territoires ruraux et les villes petites et moyennes, plutôt que les grandes métropoles. La demande y existe aussi, les autres groupes criminels y sont moins bien implantés, et les prix de revente sont plus importants. Il y a donc, potentiellement, plus d'argent à se faire. Notre mule prend la poudre d'escampette et monte dans le train jusqu'à Poitiers. Il échappe à nouveau à la surveillance des policiers déployés à la gare Montparnasse, qui redoublent de vigilance au moment de l'atterrissage des vols en provenance de Cayenne, pour intercepter les mules qui décident de prendre le train. D'autres mules prennent la voiture, ce qui est plus long, mais plus discret, permettant aussi une expulsion plus discrète des ovules. Thomas et ses frères, eux, le feront dans les toilettes du train. Dans un hôtel en périphérie de Poitiers, Thomas remet la drogue à son cousin, qui n'est pas du tout mourant et qui est même en pleine forme. Le cousin se chargera, ensuite, de la vente au détail, et les trois frères profiteront de leur séjour Poitevin pour visiter le Futuroscope. Plutôt que de tenir un point de vente, le cousin livre directement les clients chez eux, en scooter. La livraison de drogue se développe sensiblement, et pas que pour la cocaïne d'ailleurs. C'est plus discret pour le trafiquant, c'est plus pratique pour le consommateur. Sur WhatsApp, le cousin a une liste de clients, à qui il envoie régulièrement des messages pour les tenir informés de nouveaux arrivages ou de promotions. C'est un vrai petit business. Et ces listes de contacts peuvent elles aussi faire l'objet d'un trafic. Lui, il a acheté un autre Guyanais qui quittait le Poitou pour monter son activité ailleurs en France. Ces listes peuvent s'acquérir pour plusieurs milliers d'euros, d'autant plus lorsqu'il s'agit de clients consommateurs de cocaïne, une drogue qui se vend à prix d'or. Son stock de 3 kilos fond comme neige au soleil et s'écoule en quelques semaines. Enfin, la cocaïne peut aussi transiter par voie postale et atterrir directement dans la boîte aux lettres du consommateur. Compte tenu de son prix élevé et de son poids minime, ce mode de transport est bien plus intéressant que pour le cannabis. Les consommateurs se fournissent sur des messageries cryptées, comme Signal ou Telegram, ou sur le Deep Web, cette vaste nébuleuse de sites non référencés que vous ne trouverez pas sur Google. Les lettres ne viennent pas directement de Colombie, c'est plutôt de la drogue qui a été acheminée ailleurs par voie aérienne ou maritime, pour être redistribuée ensuite par voie postale. Nos chargements ont bien voyagé pour traverser l'Atlantique et arriver en Europe. Ils ont pris des pirogues ou des porte-conteneurs, des avions ou des sous-marins, et les voici enfin tous arrivés sur le continent, dans les mains des consommateurs. Que retenir de tout cela? D'abord, les prouesses logistiques des trafiquants, qui redoublent d'ingéniosité pour transporter la drogue. Ensuite, l'infinie complexité des routes, sans cesse changeantes, dont vous n'avez eu ici qu'un tout petit aperçu. Le trafic de cocaïne, comme celui de produits bien plus banals, est véritablement mondialisé, reliant entre eux tous les continents. Enfin, l'éclatement du trafic entre différents acteurs. L'organisation transatlantique du trafic repose sur une myriade de groupes criminels. Nous avons évoqué les cartels colombiens, les réseaux guyanais, la mafia marocaine et les groupes criminels français, mais il y en a bien d'autres, à l'image de la 'ndrangheta, la mafia sicilienne, qui joue un rôle clé dans le trafic en Méditerranée et qui envoie parfois des mules faire le trajet entre la Guyane et Paris. Et bien sûr, n'oublions pas que ce trafic s'accompagne de son cortège de violence. Voici comment se dessine, entre l'Amérique et la France, la géographie de la cocaïne. Pendant que vous contemplez cette carte, pensez aussi à vous abonner et pourquoi pas à me soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Pour cette vidéo, déjà très longue, j'ai voulu me concentrer sur la cocaïne sniffée en éludant le crack. Et pour la suite de la vidéo, je vais désormais m'entretenir avec quelqu'un qui travaille sur ce sujet, Joseph Chapelle.
Joseph, tu es doctorant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et tu travailles sur le sujet des mules en Guyane. Qu'est-ce que ça implique de travailler sur un sujet qui est aussi sensible entre guillemets, c'est-à-dire que tu travailles quand même sur des flux qui sont illégaux, donc qui j'imagine sont difficiles à quantifier, c'est peut-être aussi difficile de faire parler un peu les acteurs de ces flux. C'est quoi les difficultés concrètes que tu rencontres sur ce type de sujet? L'avantage que j'ai, entre guillemets, c'est qu'il s'agit avant tout de territoire français. Et donc en fait, on est avec des acteurs, des institutions qui sont français, auxquels c'est beaucoup plus facile d'accéder que si par exemple je voulais aller me renseigner sur la douane au Venezuela ou en Colombie. Après, il y a des difficultés qui sont propres à ce sujet-là. Et donc, comment on fait? On trouve des dispositifs d'enquête, en fait, pour essayer d'obtenir de la donnée. Et moi, tout simplement, je suis passé par une méthode très qualitative, en fait. Sachant que, finalement, la méthode quantitative est assez biaisée quand on travaille sur des sujets de drogue. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver des différents pôles dans mon terrain pour obtenir de la donnée. Donc, il y a ce qu'on pourrait appeler le pôle un peu institutionnel. Je cherche à rencontrer plutôt des acteurs répressifs, donc des policiers, des gendarmes, des douaniers, et pour sortir d'une vision qui ne serait que répressive. Évidemment, le but de cette recherche, c'est de parler et d'obtenir de la donnée directement avec des personnes qui ont un pied finalement aussi dans ce trafic. Et comment je fais? Je passe soit à travers d'associations de réinsertion sociale dans lesquelles il y a beaucoup de personnes qui ont fait le transport de drogue, et on se rend compte aussi qu'on sort un peu d'une vision un peu caricaturale. La plupart de ces personnes-là sont des jeunes, des étudiants, ou en tout cas des personnes qui sont, quand elles acceptent, accessibles. Un autre biais, c'est d'aller dans des lieux finalement qui sont aussi spécifiques un peu à ces recherches. Par exemple, je suis déjà allé au centre pénitentiaire à Rémire-Montjoly, ou même au centre pénitentiaire à Fresnes. Donc là, évidemment, ça requiert des autorisations, une volonté aussi de ma part de m'inscrire aussi dans une démarche quand même éthique, qui respecte l'anonymat, la confidentialité, et qui s'appuie évidemment sur la liberté des personnes à vouloir échanger avec moi. Il y a aussi le pôle, ce que j'ai un peu appelé le pôle judiciaire. J'ai mené beaucoup d'entretiens aussi avec des juges, des magistrats, des avocats, qui ont une connaissance aussi assez précise de ce phénomène-là. Est-ce que tu peux refaire un bref historique de l'apparition des mules en Guyane? Comment ça s'est mis en place? Comment ça a évolué? Cette question de l'historique, je l'ai posée à quasiment tous les acteurs que j'ai interrogés là-bas, parce que c'est vrai qu'il y avait une certaine méconnaissance, on ne comprenait pas, et moi le premier, quand ce phénomène a émergé. Et ce qu'il en ressort de mes recherches, et aussi évidemment des recherches d'autres chercheurs tels que des sociologues, c'est que entre 2000 et 2010, il y a des passeurs de cocaïne en provenance de Guyane, mais très limités. On en a une très faible connaissance, et ils sont principalement localisés dans le pays voisin de la Guyane, au Suriname. Et en revanche, là, il y a une route de la cocaïne qui est extrêmement attractive, entre Paramaribo et Amsterdam Schiphol. Entre 2000 et 2005, les douaniers d'Amsterdam Schiphol, aux Pays-Bas, ont mené une politique de durcissement des contrôles qu'ils ont appelée la fameuse politique du 100% contrôle, qui ne visait pas à contrôler tous les vols qui arrivaient à Amsterdam Schiphol, mais principalement tous les vols en revanche qui arrivaient en provenance du Suriname. Cette politique répressive a entraîné un report de cette route de la cocaïne en direction de la Guyane, d'abord parce que c'est un territoire frontalier, aussi parce que c'est une porte ouverte sur l'Europe comme le Suriname avec les connexions qu'il a avec le Pays-Bas, et aussi parce qu'il y a une communauté qui vit de part et d'autre entre la Guyane et le Suriname. Et donc entre 2010 et 2015, il y a une massification du flux de passeurs de drogue en provenance de Guyane, qui s'explique donc par cette relocalisation de la route depuis le Suriname. Et entre 2010 et 2015, il y a vraiment un pic qui se traduit par une multiplication de passeurs de drogue arrêtés à l'aéroport Félix-Éboué à Cayenne et aux aéroports parisiens. Et donc là, ce flux est quand même quantifiable à partir des saisies, des arrestations. Si ça intéresse certains, ils peuvent tout à fait trouver les chiffres dans les rapports de l'OFAS, l'Office anti-stupéfiant, ou alors du rapport d'Antoine Karam, qui est un rapport sénatorial numéro 707. Donc voilà, entre 2010 et 2015, une explosion de cette route guyanaise de la cocaïne. Entre 2015 et 2020, un flux qui continue d'augmenter, avec des variations, notamment la variation Covid, qui forcément a énormément baissé le flux de passeurs de drogue.
Et depuis, c'est vrai, 2022, 2023, 2024, il y a une modification de cette route de la cocaïne. Et cette modification, c'est avant tout un changement géographique. On observe un report de la route guyanaise des passeurs de drogue vers les Antilles françaises, notamment Fort-de-France en Martinique et un peu moins Pointe-à-Pitre. Et ça s'explique par la mise en place du fameux 100% contrôle qui a été récupéré par les douaniers français sur le modèle des Hollandais. Et donc en février 2022, on met en place cette politique du 100% contrôle à l'aéroport Félix Éboué. Et depuis, ça a entraîné donc, une augmentation des passeurs en provenance des Antilles françaises. Et donc on a des passeurs qui font le transit entre la Guyane, Fort-de-France et jusqu'aux aéroports parisiens, mais aussi une augmentation des passeurs en provenance directe depuis Fort-de-France vers la métropole. Tu parles d'une sorte de décalage vers les Antilles. Est-ce qu'il y a d'autres territoires qui sont aussi concernés, peut-être ailleurs que sur le continent américain, par ces mules justement? Alors il faut comprendre que le phénomène des mules, c'est toute une géographie. Tous les jours, dans les aéroports parisiens, mais aussi à l'échelle européenne, dans les principaux aéroports européens, il y a des personnes qui arrivent avec de la cocaïne. Et donc il y a des territoires dans lesquels ce mode de transport de la drogue y est implanté. On pense évidemment à la Colombie, depuis les années 80. On pense, si on reste sur l'Amérique du Sud, aussi au Brésil. D'ailleurs, un phénomène qui a connu une augmentation ces derniers mois, donc depuis Sao Paulo, depuis Rio. Ça fait plusieurs décennies qu'il y a des passeurs de drogue qui arrivent dans les aéroports parisiens. Et d'autres pays aussi, d'Afrique de l'Ouest notamment, dans lesquels il y a ce phénomène-là. Et les mules, concrètement, comment elles font leur voyage? Comment elles dissimulent la cocaïne? Comment elles font pour passer les contrôles, par exemple, ce genre de choses? Alors justement, c'est intéressant parce que dans ma thèse que j'ai commencée là, de façon assez récemment, je vais essayer de distinguer la mule du passeur, du transporteur. Et donc, pour distinguer, pour faire cette petite typologie, il faut d'abord revenir sur les différentes façons de transporter la cocaïne. La façon la plus médiatisée, on va dire, de transporter de la cocaïne, c'est en ingérant directement des ovules. Donc, c'est des ovules entre 6, 8 et 10 grammes de cocaïne. Donc il faut quand même bien se représenter, c'est presque la taille d'un œuf. Donc des personnes qui, pendant presque entre 8 et 12 heures, à l'aide parfois de médicaments ou de coca, vont avaler progressivement des ovules dans leur corps, sans rien manger évidemment, jusqu'à faire entre 900 et 1,5 kg. Donc ça peut représenter entre 30 et 80 boulettes. C'est le mode qu'on accole le plus au phénomène des mules. Ensuite, après ça, les trafiquants ont cette capacité d'ingéniosité pour dissimuler la cocaïne. Donc il y a les mules incorporées, donc c'est les personnes qui avalent des ovules. Après, il y a ce qu'on appelle les mules accorporées, donc c'est des personnes qui ne vont pas avaler la drogue, mais vont plutôt la coller sur le corps avec des bandes ou des scratchs ou en dessous d'un leggings, histoire de créer une fine couche de cocaïne pour pouvoir la transporter et passer les contrôles. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les mules valises, donc des personnes qui, dans la valise, soit dans la structure même de la valise, ou dans des objets dans la valise, par exemple un paquet de cocaïne qui sera caché dans un ordinateur, dans des fruits. Et il y a énormément de modes de dissimulation qui ont été révélés depuis la route guyanaise, dans des noix, dans des saucisses, dans des cubis de rhum. Et tu parles donc de ces différentes stratégies, dans le corps, dans une valise. C'est quoi les avantages et les inconvénients de chacune de ces stratégies? Alors, c'est vrai que le but, avant tout, c'est d'échapper au contrôle. Et donc, le grand désavantage du mode de dissimulation de la cocaïne incorporée, donc en avalant, c'est évidemment d'abord qu'on prend un risque énorme, un risque sanitaire. Donc, s'il y a une éclosion de l'ovule de cocaïne, c'est la mort subite par overdose. Et l'autre risque par rapport au contrôle que peuvent avoir, c'est que souvent, c'est des personnes qui, forcément, sont déjà éprouvées physiquement, donc elles arrivent à l'aéroport fatiguées. Et quand il y a à l'aéroport des douaniers qui sont habitués à voir des passagers, c'est souvent pris en compte dans les ciblages. Une personne qui arrive fatiguée, qui dans l'avion ne mange pas, parce qu'elle ne peut pas manger, et qui ensuite, après, est soumise aussi aux aléas de son estomac. Donc c'est déjà arrivé qu'il y a des passeurs qui ont dû extraire les ovules pendant le vol, ou alors à peine à l'arrivée, donc du coup elles se retrouvent avec une partie des ovules dans le corps, l'autre qu'ils ont dû récupérer cachée dans le sac. Donc ça c'est la difficulté et qui montre aussi vraiment les limites de ce trafic-là. Mais en même temps, c'est vrai que le fait d'avaler des ovules est indétectable au radar. Les radars sont en capacité de voir s'il y a des formes suspectes sur le corps, mais elles n'ont pas à l'intérieur du corps. Donc ça, c'est aussi pour cela que cette technique est tellement développée.
Et pour les gens qui transportent du coup, non pas en avalant, mais sous leurs vêtements ou dans leur valise, ça présente quoi comme avantage ou comme inconvénient, à part ce que tu m'as dit de, justement, la personne, elle aura pas de manifestation physique du fait qu'elle en transporte, quoi, elle sera pas forcément fatiguée ou ce genre de choses. Le grand avantage des mules valises, c'est qu'elles permettent de transporter une grande quantité, et donc de rentabiliser au maximum le vol qu'elle fait. Il y a déjà eu des passeurs de drogue qui ont été arrêtés en provenance de Guyane, mais aussi de Fort-de-France, avec 10-12 kilos de cocaïne. Et une mule, quand elle fait ce trajet, elle est payée combien à peu près? C'est entre 3 et 10 000 euros le voyage. Sauf si vraiment c'est des quantités beaucoup plus importantes, type 15-20 kilos. Là, on va plus être sur du 15-20 000 euros. D'accord. Mais de manière assez générale, en moyenne, si on devait faire une moyenne, une mule se fait entre 3 et 6 000 euros. D'accord. Pour un transport de marchandises qui équivaut à quelle valeur en revente au détail? 1 gramme de cocaïne dans les rues de la capitale oscillait entre 2023 et 2024 à 65 euros le gramme. Ajouté au kilo, ça fait plusieurs milliers, voire millions d'euros dès qu'on passe les 15-20 kilos de cocaïne transportée. Et ces mules, elles risquent quoi pénalement pour le trafic dans lequel elles s'engagent? Alors ces mules, c'est un vrai casse-tête pour la justice, tout simplement à cause de la massification du flux. En fait, il y a tellement de mules que la justice, c'est difficile à dire, mais ne sait plus quoi en faire. Et donc, dans un premier temps, au tribunal de Créteil, donc, qui est le tribunal de juridiction de l'aéroport d'Orly, il y a eu une politique de 1 kg égale 1 an de prison ferme. Ce qui a été difficilement applicable avec le contexte de surpopulation carcérale et aussi le fait que beaucoup de passeurs de drogue étaient guyanais, donc à 8000 km de... Oui, c'est compliqué c'est très compliqué, ouais. Ouais. Si on prend l'exemple d'un voyage avec 2-3 kilos, une mule prendra peut-être 1 an et demi ferme et après du conditionnel. J'imagine que c'est assez compliqué parce qu'il y en a énormément. C'est des gens qui peuvent être poussés par la précarité ou par l'appât du gain, mais dans les faits, ce ne sont pas forcément des grands trafiquants, c'est juste là des petites mains un peu du trafic. Donc j'imagine que la réponse pénale à apporter est pas simple. Est-ce que la justice, elle est plutôt dans une logique vraiment de pure répression, peut-être de réhabilitation de ces mules? C'est quoi la logique actuelle qui domine? À l'échelle de la Guyane, il y a un vrai travail de réhabilitation, de réinsertion de ces personnes-là. Il y a plusieurs associations qui travaillent pour accompagner ces personnes-là, qui ont carrément financé des programmes dans le but de prévenir ces phénomènes-là. Donc à l'échelle de la Guyane, il y a quand même un souci de prévention, d'accompagnement de ces personnes-là. Après, la difficulté réside dans le fait qu'il y a énormément de personnes qui sont concernées par le trafic, donc forcément il faut des personnes pour organiser aussi la réinsertion. À l'échelle de l'Hexagone, le phénomène est très bien connu des autorités et de la justice, mais c'est vrai qu'on est plus sur un modèle répressif qui viserait un peu à montrer l'exemple d'une certaine manière. Et tu as évoqué le fait que tu voulais diviser un peu le phénomène entre les mules, les transporteurs et les passeurs. C'est quoi la différence entre les trois, concrètement? Tout simplement, ça pourrait être une différence d'insertion de la personne dans le réseau organisé. Une mule, ou ce qu'on appelle aussi un convoyeur ou un boulteux, ça pourrait être vraiment le dernier maillon de la chaîne, donc une personne qui va transporter de la drogue pour subvenir à ses besoins, qui vraiment n'a rien à voir avec un réseau organisé. En revanche, le passeur ou le transporteur de drogue, lui, pourrait plus s'apparenter à un peu un professionnel du transport de drogue. Donc il y a des personnes qui, pendant des années, sur tel ou tel axe géographique, vont transporter de la drogue, et là on est plus sur des logiques organisées. Qui sont directement intégrées à un réseau criminel, en fait. Exactement. D'accord. Donc tu as les deux qui coexistent entre si je comprends bien, entre ce que tu appelles des mules, donc qui sont un peu ubérisés en quelque sorte. Exactement, ouais. Et des réseaux criminels plus aboutis, où les liens sont moins distendus entre les différents acteurs. Ouais. Exactement. D'accord. Tout à fait. Maintenant, on va s'intéresser un peu au regard géographique que tu proposes. Quel est l'intérêt pour nous, géographes, de s'intéresser à ces réseaux, à ces trafics? Quelle plus-value on apporte par rapport à la sociologie, à l'économie, sur ce genre de phénomène? Je pense que la principale plus-value, c'est d'apporter une lecture géographique au sens le plus classique du terme, de proposer une cartographie, d'essayer de comprendre véritablement quels sont les itinéraires de ces passeurs de drogue et de la drogue en général. Par exemple, si on prend le cas de la Guyane, pourquoi est-ce qu'elle part depuis l'ouest de la Guyane, donc forcément il y a un facteur géographique, proximité avec le Suriname, mais aussi un facteur social et politique.
Donc la plus-value de la géographie, je pense qu'elle est en tout cas dans cette volonté d'essayer de chercher à comprendre voilà, les spatialités, les différents itinéraires, les circuits de cette drogue et de ces passeurs. Et après, à l'échelle nationale ou européenne, l'idée, ce serait peut-être d'essayer de placer la route guyanaise de la cocaïne dans les autres routes de la drogue et d'essayer de voir les différences. Et j'y pense avec tout ce que tu me dis, mais la Guyane, c'est quand même un territoire qui est soumis à une forte pression migratoire, et en provenance du Suriname et en provenance du Brésil. Je sais pas si tu sais, mais à quel point est-ce que la cocaïne, elle va se greffer aux itinéraires migratoires en Guyane? Je pense qu'il ne se greffe pas fondamentalement, mais il peut y avoir une réutilisation de certains itinéraires migratoires qui s'insèrent dans le cadre du trafic de drogue. D'accord. Notamment les mobilités fluviales sur le Maroni, entre le Suriname et Saint-Laurent-du-Maroni. Et donc on peut tout à fait envisager le fait que sur une pirogue, il y a des personnes qui s'insèrent dans une logique migratoire et d'autres qui s'insèrent, eux, en revanche, dans un trafic. Et pourtant, on est dans la même pirogue. Et peut-être même que dans cette même pirogue, il y a des outils qui vont participer à leur paillage clandestin. Okay. Donc la zone frontalière est vraiment une zone de circulation dense. Ils l'appellent l'autoroute fluviale. Et donc il ne faudrait vraiment pas la réduire au trafic de drogue. Mais c'est un espace d'échange, de circulation, et donc forcément ça profite aussi au trafic. On a bien discuté, mais là, aujourd'hui, en Guyane, on en est où? Quel est l'état de la route guyanaise aujourd'hui dans le trafic de cocaïne dans le monde? La route guyanaise de la cocaïne, en tout cas si on s'en restreint au vecteur aérien avec des passeurs, a fortement diminué, mais elle existe encore, parce que, comme on l'a dit, elle s'est largement détournée vers les Antilles françaises. Et donc en ce moment, si on s'en tient aux arrestations, enfin en tout cas aux saisies faites par les douaniers dans les aéroports parisiens, c'est vraiment la route en provenance de Fort-de-France qui va être la plus importante. Ceci étant, ce qui est intéressant, c'est que le trafic de drogue est extrêmement mouvant. Les trafiquants ont une capacité d'adaptation qui est folle. Et donc c'est difficile pour un chercheur, finalement, au moment où on va donner des conclusions, le trafic aura changé. Et pour la route actuelle de la cocaïne en provenance de Guyane, en ce moment, il y a cette prédominance vers les territoires antillais. La question, c'est combien de temps ça va durer. On peut imaginer qu'il y a la mise en place de contrôles aussi stricts dans les Antilles qu'en Guyane. Ils sont justement en train d'essayer d'appliquer ce modèle-là à l'aéroport Aimé Césaire en Martinique. Mais c'est un modèle qui a un coût humain, social, notamment. Et la question, c'est toujours la question du report, finalement. Et ça irait vers où, du coup? Ça irait vers Pointe-à-Pitre un peu plus. Et il y aurait un flux un peu plus massif depuis la Guyane, à nouveau. Eh ben, merci beaucoup, Joseph, pour ta participation. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Merci et salut!